Bonjour à toutes, bienvenue dans Tailgate, le podcast 100% NFL des équipes de The Free Agent. On se retrouve pour faire une nouvelle preview, cette fois de la NFC West. On a fait l'AFC West en début de semaine, nous voilà maintenant revenus en NFC. Et pour parler de cette NFC West, mon acolyte depuis de nombreuses années, c'est Bertrand. Salut Bertrand, comment ça va ? Bonjour Flav, bonjour Sébastien, bonjour les free agents qui ne sont plus depuis qu'ils nous ont rejoints. Ça Et va l'un bien. des rookies de cette année que vous connaissez déjà, parce qu'il est déjà intervenu sur pas mal de podcasts, et qui est fan des 49ers, parce qu'on ne cherche rien, c'est Seb. Salut Seb, comment vas-tu ? Salut Flav, salut Bertrand, bonsoir à tous les free agents, ça va très bien, je te remercie. Et on en profite, parce que il n'est pas là ce soir, pour souhaiter un très bon anniversaire à Yaya, qui est d'habitude avec nous. On lui a laissé sa soirée d'anniversaire. Donc on lui souhaite un excellent anniversaire. Les Bon amis, anniversaire Yaya. Bonne année Vieilla. on est parti avec la NFC West, donc une division. Comment tu l'attends, toi, Bertrand ? Plutôt disputée, plutôt serrée ? La NFC West dans son ensemble. Oui, dans son ensemble. Non, je vais dire le mot plutôt serré. Non, il va y avoir, ça va se dissocier en deux parties avec deux équipes un peu en perdition entre guillemets. Une qui pourrait être une belle surprise et puis une qui confirmera, je pense, les bonnes dispositions de ces dernières années. Et toi, mon Seb, comment tu la vois, cette division ? Je suis assez d'accord avec ce que vient de dire Bertrand. C'est une division qui va être serrée, pas forcément ouverte, ce qui n'est pas la même chose. On a un club qui l'a dominé de la tête et des épaules la saison dernière, un qui a été effectivement une belle surprise avec la quasi-résurrection d'un quarterback, un troisième que j'ai du mal à situer pour le moment, et un quatrième que je vois au moins autant en perdition que l'année dernière, si ce n'est pire. Et cette équipe en perdition, je suppose, vous allez nous donner votre classement à la fin de l'émission, mais je suppose que c'est la première dont on va parler, les Cardinals de l'Arizona, 4 victoires, 13 défaites l'an dernier. Une saison qui s'annonce compliquée pour les Cardinals, ça c'est le moins qu'on puisse dire. On sait que Kyler Murray est toujours blessé pour ce début de saison, il devrait revenir d'ici le milieu de la saison. DeAndre Hopkins est parti lui aussi vers d'autres cieux. Seb, il leur reste quoi ces Cardinals ? Je te dirais bien l'espoir, mais Attendre même la saison ça, 2024 ? je te dirais bien l'espoir, mais je suis même pas sûr qu'ils aient ça. Effectivement, on va commencer. Déjà, bon, tu as une équipe, un coaching staff qui a été entièrement refait du sol au plafond, mais c'était nécessaire. Tu as un nouveau GM, tu as un coaching staff qui est très jeune, mais très inexpérimenté, pardon, sur les différents postes qu'il occupe. En attaque, effectivement, Kyler Murray qui a un genou dans le sac, il va pas revenir en la mi-saison, c'est-à-dire qu'il y a quand même largement la place de se prendre 7 ou 8 défaites de suite, comme ils l'ont fait la saison dernière. Moi, je suis pas. Et derrière, ils ont Colt McCoy. Alors bon, Colt McCoy, ok, il y a de l'expérience, mais c'est pas ce que j'appellerais la sécurité sociale. Plus de DeAndre Hopkins, Marquise Brown propulsé receveur numéro 1, pourquoi pas. Zach Ertz, qui est out aussi pour le début de la saison. Je vais me permettre d'utiliser mon expression préférée, Flav, c'est pas fifou. Oui, c'est pas fifou, effectivement. D'ailleurs, t'en as parlé de Colt McCoy, mais pour l'instant, il est même pas encore listé comme quarterback titulaire pour la première semaine de compétition. On a encore un doute, puisque Jonathan Gannon, le nouveau coach principal, a laissé le doute planer en disant que dès que sera venu le temps de nommer les joueurs partants, il les nommerait. Bon, autant dire que ce serait plutôt bientôt le temps quand même, parce qu'on a 20 jours de la première semaine. Bertrand, toi, tu la vois comment, cette attaque et même cette équipe des Cardinals ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut les sauver cette année ? De toute façon, on est en NFL, donc chaque équipe sur les 32, qu'elles soient en perdition, en reconstruction, tout du moins en mode dégraissage comme le pratiquent les Cardinals à l'heure actuelle, on le voit bien. Ça va être une saison d'observation, je pense, avant de voir sous d'autres cieux et d'autres joueurs. Ils vont quand même se donner à fond. Alors après, ils vont être limités par rapport à
aux autres équipes qui vont rencontrer, les talents qu'ils vont rencontrer. Donc, inévitablement, si on prend dans la logique des choses, même si on n'est pas Madame Irma et on n'a pas une boule de cristal, ça risque d'être très compliqué cette année. Surtout, on l'a répété, Kyler Murray, le fer de lance, qui malgré tout, attention, il y a quand même une instabilité dans ses performances. Alors, il est blessé, moi je veux bien tout entendre, mais malgré tout, il y a une mayonnaise qui prend pas vraiment très très bien, et je pense que ça commence à être d'ailleurs pour lui peut-être la dernière saison avant de voir un autre projet si vraiment les choses se passaient mal à son retour. Mais bon, ça c'est un autre débat qu'on pourra avoir en milieu d'année. Ensuite, en termes d'équipe, de toute façon, on va faire très simple. C'est sûr qu'au niveau de la ligne offensive, à part DJ Humphries, qui lui confirme ses bonnes dispositions en left tackle, donc en protection côté aveugle du quarterback, et Paris Johnson qui arrive et qui lui, pour le coup, pourrait apporter un élément de sécurité malgré tout sur cette ligne. Bon, le reste, voilà, quoi, c'est un peu la soupe à la grimace. Ça va être, je pense, très compliqué. Après, je ne vais pas détailler les receveurs. Seb l'a fait. On a des joueurs qui sont pas considérés pour moi comme receveurs numéro 1. Il y a du 2, du 3 pour dire au moins que Colt McCoy puisse au moins passer la balle. Et puis après, en défense, là, ça commence à être le désert quasi apocalyptique. Isaiah Simmons vient de quitter à l'instant. Vous pouvez retrouver un excellent article d'ailleurs qui reprend les éléments sur The Free Agent à propos de ça. Donc, ne reste que Jalen Thompson, Buda Baker et BJ Ojulari pour sauver un peu les meubles. Après, pour le reste, si vraiment Buda Baker ou Jalen Thompson, surtout Buda Baker qui est un petit peu dragué également dans les derniers jours avant le cut des 53 joueurs, on comprendra que c'est une saison que les Cardinals laissent de côté. Oui. Voilà. Oui. Et il y a eu quand même un recentrage, si j'ose dire, de Jonathan Gannon qui a dit, je veux votre avis là-dessus, parce que il a dit, cette année, tant que Kyler Murray n'est pas là, on va surtout appuyer sur le jeu de course. On rappelle que leur running back, c'est James Conner. J'ai rien contre James Conner, mais voilà. Et derrière, il y a Keontae Ingram, Corey Clement et De Mercado. Est-ce que vraiment c'est une équipe avec la ligne qu'ils ont et les coureurs qu'ils ont, Seb, qui est taillée pour pouvoir reposer essentiellement leur jeu sur du jeu de course? Moi, c'est une déclaration de la part de Gannon qui ressemble à du damage control avant même que le damage ait eu lieu. Parce que on prévient la collision. On prévient la collision, on dit à tout le monde ça va être la catastrophe, mais on va essayer de faire en sorte que ce soit moins catastrophique. Ce quelque part est tout à son honneur. Mais effectivement, Bertrand, comme tu l'as rappelé, au niveau des receveurs, c'est du 2, c'est du 3. Dans d'autres clubs, il y en a pas un qui serait titulaire. Absence de Kyler Murray qui, malgré certes ses irrégularités, reste quand même en l'état la seule chose qui ressemble à un quarterback titulaire dans ce club. Et effectivement, avec une ligne offensive qui est quand même pas terrible. James Conner en running back, idem, c'est pas la sécurité sociale. Je sais pas où il l'a vu son jeu de course. Surtout que James Conner, c'est plus un spécialiste, on va dire, là, sur la fin, pour terminer en red zone. Mais déjà, en red zone, il va falloir y arriver en red zone. Donc, ça va commencer à être compliqué, quoi. Oui, c'est un QB de troisième down de court et de red zone. Running back. Oui, pardon, un RB, pardon, ma langue a fourché. Ils peuvent le tester en quarterback au point où ils en sont. Ouais, au point où ils en sont, ouais. Ouais, je pense que chacun d'entre nous a sa chance à un poste offensif chez eux. On va vivre notre rêve. Mais non, voilà, Conner, c'est un running back de troisième down de court, de red zone, mais c'est pas quelqu'un à qui tu mets le ballon 20 ou 30 fois sur le bide pendant un match. Et en plus, c'est un joueur qui a été assez souvent blessé. Il a pas fait une seule saison avec plus de 13 matchs. Donc, c'est pas en plus quelqu'un qui est habitué à faire des saisons, des très longs runs et de courir 40 fois par match pendant 17 matchs, quoi. Bon, les amis, les Cardinals, on a fini de leur rendre hommage. Et on salue très amicalement et là sans avec tristesse. Mais oui. Ouais, avec tristesse parce qu'on souhaiterait qu'ils fassent une bonne saison. Et
Et attention, il n'y a rien de fait, hein, ils peuvent très bien prendre, hein. C'est Et ça, puis on passe c'est ça la joie du foot américain. toutes les franchises NFL passent par là. Il y a des saisons qui sont utiles à la reconstruction et celle-là en est probablement une parce qu'on rappelle qu'ils auront déjà des très bons choix de draft en 2024, les Cardinals, puisqu'ils ont récupéré celui des Texans, si je dis pas de bêtises. Quand ils ont trade up là pour prendre le numéro 2 et numéro 3 en 2023. Bref, les Cardinals devraient s'en tirer plutôt bien à la draft de 2024. On passe aux Rams de Los Angeles. Les Rams qui ont eu un bilan l'an dernier de 5 victoires, 12 défaites. Les Rams qui, rappelons-le, parce qu'il faut bien le rappeler, sont champions il y a un peu plus d'un an. Sont champions de la saison 2021. Oui, c'est bizarre hein, de le rappeler. Mais pourtant, ils l'étaient. Alors, cette saison des Rams, comment on la voit? Parce que il y a eu, certes, énormément de blessures l'année dernière. Matthew Stafford y est passé, Cooper Kupp y est passé, Aaron Donald y est passé. Est-ce que Bertrand, il y a suffisamment de force dans cette équipe, on va commencer offensivement, pour pouvoir rebondir? Alors, le souci des Rams, c'est que on est sur un système là que je déteste au final, alors qui permet d'avoir des résultats, comme tu l'as dit, en 2021, mais qui pour le coup fait que moi j'adore une équipe qui va construire une dynastie, une reconstruction, qui va essayer de construire quelque chose. Là, on a juste ce que j'appelle la franchise bling bling qui a claqué énormément, qui a justement tout misé sur le fait de faire des gros contrats, des gros joueurs pour gagner une fois. Et puis après, après, il arrive ce qui arrive dans les années suivantes. Et là, ça se paye inévitablement, puisque à l'heure actuelle, il faut quand même savoir qu'ils ont 72 millions de dollars de dead money, c'est qu'ils sont répartis sur 3 gros contrats de Jalen Ramsey, dont et les autres, je ne les ai plus, mais enfin, il y a 20, 19 et 19 sur 3 joueurs qui sont perdus. Donc, inévitablement, on a un effectif qui était rajeuni sur des tours de draft, très, très, très éloigné également, pour éviter de payer les joueurs. Donc, ils en sont quand même arrivés à un point très compliqué. Et donc, va devoir se débattre dans cette saison Matthew Stafford, Cooper Kupp et Aaron Donald, qui sont dorénavant, on va dire, les 3 plus anciens de la franchise. Et je dirais qu'Aaron Donald, qui avait des velléités de retraite, pour le coup, je ne sais pas si psychologiquement, ça va être un Aaron Donald qui va vouloir s'arracher au point de se blesser pour gagner un match. Donc, il faut quand même remettre les choses dans le contexte. Voilà, alors après, c'est cette mayonnaise entre jeunesse et joueurs un peu plus âgés, 3 joueurs un peu plus âgés, on va dire sur 53, qui vont devoir, on va dire, être en symbiose avec un coach, Sean McVay, qui a tendance quand même à être assez inventif et ingénieux dans ses systèmes. Il va falloir qu'il le soit beaucoup pour réussir à faire tourner cette équipe. Justement, est-ce qu'on n'a pas l'opportunité, peut-être qu'il y a certains joueurs qui vont se révéler et avoir une possibilité sous Sean McVay qui nous invente quelque chose. Alors, on va pas forcément parler du titre de division ni même du titre suprême au Super Bowl. Est-ce qu'ils ont déjà une chance de faire mieux que l'an dernier? On rappelle qu'ils sont allés chercher Tyler Higbee quand même, qui est un tight end plutôt talentueux. Enfin, moi, je l'aime bien, Tyler Higbee. Est-ce que Il était là déjà l'année il dernière. était là l'an dernier, oui, pardon. Il était là l'an dernier. Van Jefferson, qui passe en receveur numéro 2, c'est pareil, il était là, hein, mais est-ce que lui donner plus de responsabilités, ça va pas, on va pas pouvoir créer des jeux pour lui, etc. Est-ce qu'il n'y a pas possibilité déjà, Seb, de faire mieux que l'an dernier? Déjà ça. On va commencer par là. Mieux que 5 victoires. On va commencer petit. Ce qui va être essentiel pour eux, c'est que leur star et leur starter et leur star restent en bonne santé. Cooper Kupp out toute la saison dernière, ça a quand même fait mal. Effectivement, il y a nécessité d'inventer autre chose, ou du moins de tirer le meilleur potentiel de leur effectif actuel. Ils ont quand même quelques atouts. Ils ont une défense qui est jeune. Sur la D-line, il y a Kobe Turner et Byron Young qui sont rookies, qui devraient tous les deux être titulaires. Il y a aussi de l'expérience toujours en défense, dans le backfield avec Kobe Durant et Robert Rochelle. Mais
voilà, on est quand même devant le fait accompli, c'est que le saviez-tu, mais les Rams, ils ont plus eu de first round depuis 2016. Ouais. Pourquoi? Oui. Parce que, Mmh. franchise bling bling, comme tu le disais Bertrand, tous leurs first round, ils les ont claqués, pour, faire venir de la star. Jared Goff, ça leur coûte leur first round de 2017. Stafford, ça leur coûte 2022 et 2023. Ramsey, ça leur coûte 2020 et 2021. Et tous ces mouvements, il n'y a plus que Matthew Stafford qui est là. Ouais. Donc, c'est effectivement un système de gestion de franchise qui vise à réaliser un coup. Le coup, ils l'ont réussi il y a 2 saisons, et maintenant, effectivement, ils en payent les conséquences. La reconstruction, elle est possible, elle va quand même être compliquée parce que je sais même pas s'ils ont du first round pour la prochaine draft, pour la draft de 2023. Alors, je vais Non, regarder ça. Tu non, vois, parce là, que tu me poses une colle, je crois donc que je vais c'est regarder ça. non, je crois que il est parti dans Stafford, leur first round de 2023. Ah ouais, Donc, de 2024? ouais, je crois bien. Je crois. Je suis pas sûr de ce que je t'affirme Mais là en je direct. mais Mm. Vas-y, Bertrand. ce qui fait encore le plus, ouais, pendant que tu cherches, Flav, excuse-moi. Ce qui fait encore le plus mal de se dire, même pour tous ces joueurs, globalement, c'est que après, c'est comme ça, le contrat d'Harold Donald a été fait à l'époque, donc c'est tout. Et puis il le mérite par rapport à à sa production. Mais quand on pense que rien qu'Harold Donald gagne plus que l'ensemble de tous les joueurs de la défense au total, globalement, alors après, c'est du business, donc à un moment donné, ils réfléchissent pas comme ça. Mais ce que je veux dire, c'est que ça fait quand même, ça fait pas tâche, mais ça fait quelque chose de déséquilibré, un peu à l'image justement de cette équipe. Et moi, je suis navré de le dire, mais je pense que tu as nuancé et tu as voulu être très gentil en décrivant un peu les joueurs qu'il y avait et le rapport. C'est un homme Mais gentil. c'est. Non, non. Oui, je vois en soi, quand je vois les noms, je vois en soi des joueurs qui vont avoir énormément de mal, peu importe l'équipe qu'ils vont rencontrer, sauf les Cardinals, une équipe qu'on vient juste de détailler. Mais au-delà de ça, ça va être très, 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 très compliqué. Et j'ai peur que Matthew Stafford et Cooper Kupp soient deux poulets sans tête, globalement, un peu perdus dans tout ça, parce que ça va être très compliqué de faire ingurgiter à vitesse grand V tout un système à des jeunes, globalement, et surtout à avoir le temps de lancer, parce que c'est pareil, là, c'est la ligne offensive. Bon, les insiders américains mettent la défense des Rams Ouais, 32e c'est sur la pire. 32, Ouais. et ils ne mettent pas mieux la ligne offensive, qui globalement est à mettre de mémoire, si mes souvenirs sont bons, 31e. Bon, je crois que c'est clair. Hein. C'est même pire que les Cardinals. Donc pour le coup, est-ce que d'ailleurs on n'a pas trop nuancé et qu'on devrait peut-être plus se dire que c'est les Rams qui vont planter plus la NFC West que les Mais Cardinals pour le coup. Mais c'est pas impossible. Mais tout ça, une fois de plus, c'est les résultats de la façon dont la franchise a été gérée, de mettre beaucoup de Tout à fait. pognon dans quelques noms qui coûtent des tours de draft. Et quand ces noms-là sont partis, je veux dire, il n'y a plus de Jalen Ramsey, il n'y a plus d'Allen Robinson, il n'y a plus de Bobby Wagner. Et alors sans vérifier, je suis persuadé que ces 3 noms-là, dans la dead money que tu as évoqué tout à l'heure, ils Il y pèsent lourd. Hein. a Allen Robinson, Ouais, 21 millions et demi, qui est parti, donc ouais. qui pèse. Jalen Ramsey, 19, et Leonard Floyd, 19,6. D'ailleurs, Leonard Floyd, vous savez où il est parti? J'ai un peu de mémoire sur lui, par contre. Alors moi, je vais déjà renseigner sur le tour de draft Vas-y, je t'en que les prie. Rams ont effectivement en 2024. Ils ont bien D'accord. un premier tour de draft. Ce sera le Ça premier déjà depuis c'est 2016. voilà. Alors attends, ils l'ont pour l'instant. Hein. Rien ne dit Oui, que voilà, parce que attention. il va peut-être falloir. C'est pas gagné qu'il reste encore un moment. Pour l'instant, les seules équipes qui n'ont pas de premier tour de draft, c'est Carolina et Cleveland à l'heure actuelle, puisque Et Cleveland alors, l'a envoyé à Houston et Houston l'a envoyé à Arizona. Ah, Il est Leonard chez les Floyd est Bills. à Buffalo. Floyd, Ouais. il est Bills, il est Ouais, chez les Bills, ouais. est à Buffalo, ouais, pour répondre à ta Euh, question. voilà. Et donc je disais, c'est quand même triste de voir que la défense des Rams est classée 32e par les insiders américains quand tu sais qu'il y a Aaron Donald dedans. Alors vous allez me dire, il est tout Mm, seul. Oui. Bah oui, voilà. D'accord. Mais n'empêche que, tu vois, avec un nom qui est quand même l'un des top défenseurs de la ligue, Référence, tu vois, tu te qui est une dis, référence. avec ça, ils sont 32e, quoi. T'imagines s'il était pas là. T'imagines s'il avait pris sa retraite, quoi. C'était un abysse. Seule lueur Les d'espoir, amis, ce serait Ernest Jones en linebacker, qui est un jeune joueur et qui va pouvoir
en espérant montrer quelques belles prestations. Voilà. Tout ce Puis leur que seule c'est lueur vraiment pour d'espoir, finir sur une note positive. leur seule lueur d'espoir, c'est de jouer 2 fois les Cardinals dans la saison, mais c'est la même lueur d'espoir pour les Cardinals, c'est de jouer 2 fois les Rams dans la saison. Donc bon, c'est un petit peu, on sait pas à qui ça va profiter, on va savoir ça assez rapidement. On passe aux Seahawks de Seattle. Alors les Seahawks, eux, c'est tout l'inverse. Ils nous ont plutôt épaté l'an dernier parce qu'on s'attendait un peu, on va être honnête, à les voir dans les bas-fonds quand même de la ligue après le départ de Russell Wilson. Et voilà que patatras, Geno Smith sort de son chapeau et il nous sort une saison à 9 victoires, 8 défaites, qualification en playoff et tout le patati et tout le patata. Est-ce que Bertrand, les Seahawks peuvent nous refaire le même coup cette année? Alors cette année, ils sont attendus par rapport à l'an dernier. Est-ce qu'ils peuvent quand même nous refaire le même coup? Moi, c'est les Seahawks que globalement je ne porte pas dans mon cœur, on va dire, par rapport à la division. Mais malgré tout, pour moi, qui reste impartial, je pense que ça risque d'être la belle surprise de cette division et même peut-être de la NFC, enfin, je veux dire de la conférence NFC dans son global. Pourquoi? Parce que pour le coup, on repart avec Geno Smith, donc qui a fait une saison quand même assez remarquable. On ne s'y attendait pas par rapport à l'âge du joueur et en tout cas, on va dire, il fait sa deuxième partie de carrière où ça se passe déjà beaucoup mieux. Donc on espère qu'il va se relancer dessus. Kenneth Walker 3, le running back, bon là il a été un peu blessé là sur les training camps, mais a priori bon il devrait être là et ils ont même rajouté Zach Charbonnet en deuxième choix de tour de draft. Pete Carroll a été chercher un joueur comme ça pour dire de renforcer un peu les running backs. Donc on sent que d'ailleurs même Charbonnet pourrait peut-être à la rigueur prendre la place de Kenneth Walker 3. Ils ont un groupe de receveurs qui est déjà en place, qui connaît le système, et ils ont même en draft pris ce qui était considéré comme le meilleur receveur de la QV avec Jackson Smith-Njigba. Et puis, on a, par rapport à la draft qui était passée l'année dernière, l'apport de Charles Cross en left tackle, qui, en soi, a fait une très belle prestation. D'ailleurs, prestation qu'à mon avis, Russell Wilson, à l'époque, aurait apprécié d'avoir tout au long de ses années à Seattle. Et on a on va dire, une ligne offensive qui, sans être extraordinaire, je pense, permettra quand même à Geno Smith d'avoir le temps de lancer. Maintenant, je dis bien d'avoir juste le temps. Hein. Ça risque quand même de chatouiller les chevilles assez régulièrement. Après, il faudra voir en termes de défense si les bonnes dispositions de Devon Witherspoon, de Woolen, Kendra Diggs et Jamal Adams, qui sont vraiment le back défensif, qui a quand même un certain niveau par Julian Love, un nom des Giants, va pouvoir justement, avec le retour de Bobby Wagner, l'ancien de la maison qui va apporter son expérience et je pense son aura dans le vestiaire, recréer une Legion of Boom bis plus soft, on va dire, parce qu'il n'y a pas de Sherman dans le lot, mais qui va pouvoir donner un certain élan à cette défense pour pouvoir tenir. Et je dis, par rapport à certains clubs franchises de la NFC, avoir un élan qui les fera passer une étape pour dire d'embêter bien des équipes. Seb, sur le choix justement de cette franchise de Seattle pendant la draft, beaucoup s'étaient dit que celui qui serait sans doute le choix des Seahawks, et ça l'aurait sans doute été sans toutes les affaires qui l'ont entouré, c'était Jalen Carter pour renforcer le pass rush des Seahawks. Ils ont préféré Devon Witherspoon, le cornerback, faisant d'ailleurs par cette même occasion une très bonne paire. Je veux dire, dans le jeu aérien, que ce soit offensif ou défensif, les Seahawks ont l'air quand même plutôt bien fournis, hein, d'un côté comme de l'autre du ballon. Est-ce que toi tu comprends ce choix d'avoir dit, on prend pas de Jalen Carter, quitte à avoir un pass rush qui sera moins efficace cette année? Étant donné toutes les affaires qui l'ont entouré, on peut comprendre le fait que du côté du front office, on se soit dit ce joueur-là, ça va être une distraction, et qu'il y avait une véritable volonté de reconstruction du côté de Seattle. Donc effectivement, ils ajoutent Witherspoon, ils ont déjà Kobe Bryant, et enfin pas celui qui Le a fait basketteur, l'hélicoptère, non. voilà, pas le même, et Tariq Woolen au même poste. Ça peut être qu'un ajout
ça peut être qu'un ajout bénéfique. Et justement, cette jeunesse de l'effectif de Seattle, parce qu'on parle de Geno Smith qui est maintenant un vieux briscard à 32 ans et qui est sorti de son hibernation la saison dernière à la surprise générale. Alors, encore une fois, le saviez-tu? On va faire une rubrique pendant les Tailgate Ouais. live. Ce sera le saviez-tu de Seb. Le saviez-tu? Le cumul du nombre de starts des rookies des Seahawks, ça s'élève au total à 70 matchs. C'est-à-dire que les rookies, individuellement, si on accumule le nombre de matchs où ils ont starté, ça fait 70. Il n'y en avait jamais eu autant depuis Indianapolis en 2018. Et pour trouver le deuxième dans cette statistique, il faut remonter à 1970 et la fusion de l'AFL-NFL. Et leurs rookies, ils sont leaders sur les stats des rookies en nombre de snaps joués, en nombre de starting, en nombre de fumbles provoqués et en interception sur 2022. Donc ça veut dire que cette jeunesse, elle a eu un véritable impact sur le club et que c'est presque une reconstruction qui ne s'est pas annoncée et qui, en revanche, peut annoncer de très très belles choses pour ce club qui va pas être à prendre à la légère les années suivantes. Mon interrogation, ça reste quand même, alors on va croire que je m'acharne, mais oui, si peut-être un petit peu. Est-ce que Geno Smith peut rester constant? Ouais. Est-ce qu'il peut conserver son niveau de la saison dernière? Parce que dans sa carrière, jusqu'ici, la constance, c'est quand même pas ce qu'il a caractérisé le plus. C'était la question que j'allais poser, c'était est-ce Ouais. que on peut s'attendre à ce que Geno Smith refasse une saison comme l'an dernier, parce que bon, il a quand même, Moi, c'est quand même une saison qui était au-dessus de ses standards. Moi, je pense qu'il a la possibilité de réitérer par le fait qu'il connaît déjà donc tout le système et qu'on reprend à peu près les mêmes. Bon, parce qu'après, en soi, il faut quand même voir qu'ils ont lâché au niveau des joueurs qu'ils ont pu lâcher. On a des joueurs qui étaient plus trentenaires, hein, Marquis Godwin, pour donner que cet exemple-là, Quinton Jefferson, Al Woods. Donc, en fait, ils ont essayé de rajeunir, mais sans trop, en donnant aussi des éléments de qualité. Je trouve que ce soit la draft, que ce soit la free agency, ce qu'a fait les Seahawks, c'est très intelligent. Et je vois pas pourquoi. Alors après, c'est toujours pareil. Hein, bien sûr, je vais dire ça et puis Geno Smith va se planter immanquablement. Mais je ne vois pas pourquoi, pour le coup, il ne réussirait pas à réitérer, alors qu'on est sur à peu près la même base de joueurs, à peu près la même base du système et que rien n'a changé en soi. Et qu'il y a des menaces, que ce soit à la course, en profondeur, sur les tracés courts slot, sur l'entre-deux. Alors après, la seule chose que j'ai pas vérifié, c'est au niveau de, je me permets, c'est au niveau du tight end. Bon, ils ont été récupérer Noah Fant des Broncos également, qui fait avec Will Disley, qui reste aussi une valeur sûre au niveau de la sécurité, au niveau passe. Donc voilà, mis tout bout à bout, sachant qu'il n'y a pas eu énormément de changements aussi sur la ligne offensive et que bon elle est de toute façon, que ce soit la défense ou la ligne offensive, elle est classée un peu plus de 20e pour l'une ou l'autre. Bon, de toute façon, on sait que ça risque d'être une saison moyenne pour l'équipe, mais est-ce que la saison moyenne, avec les éclats de profondeur à la passe que peuvent créer Lockett, Smith, Njigba et Metcalf, ne va pas faire que ça va passer à un cap supérieur dans les résultats? C'est surtout ça. On passe aux 49ers, les amis. Les 49ers de San Francisco. Alors, on va laisser Seb comme ça pouvoir dérouler pendant un quart d'heure son amour pour la franchise. Non, blague mise à part. On va commencer par l'actualité. L'actualité, c'est le poste de quarterback au niveau des 49ers avec Trey Lance qui a donc appris mercredi qu'il était quarterback numéro 3, donc derrière Brock Purdy et derrière Sam Darnold. Une réaction, Seb, toi, ça te paraît logique qu'il soit listé numéro 3 et est-ce que c'est pas un énorme fail de ces dernières années? C'est un aveu d'impuissance, surtout, puisqu'on a quand même un coach qui a laissé entendre avant les training camps que le poste était peut-être un peu ouvert, puis qui a un peu fermé la porte quand on a su que Purdy pouvait à nouveau jouer, qui a donné pas mal de temps de jeu à Trey Lance pendant la pré-saison. Et puis là, la nouvelle tombe, crack, il est QB3.
Est-ce que c'est un bust? C'est sans doute trop tôt pour le dire, mais c'est un QB3 qui quand même, aura coûté cher à la franchise. Parce qu'il faut rappeler qu'ils avaient quand même sacrément trade up pour le prendre, hein. Ils le voulaient lui, et quel que soit son avenir, que ce soit avec les 49ers ou que ce soit, ailleurs, qu'il se fasse transférer, c'est un trade up, qui va, peser sur, les années à venir de la franchise. Et toi, Bertrand, est-ce que cet ordre dans les quarterbacks des 49ers, tu le comprends? Ben, en soi, c'est compliqué parce j'ai pu voir par rapport à d'autres insiders américains sur des articles par rapport à tout ça, même eux sont un peu perdus sur le fait que, comment je veux dire, sur l'avenir de la franchise, sur les choix qu'ils ont pu faire, sur le Brock Purdy par exemple, qui est un peu une surprise en soi de ce qu'il a pu faire l'année dernière. Mais alors, est-ce qu'on reste sur l'avenir, on mise notre avenir sur une surprise, comme il a pu faire, et puis on se dit, bah, on repart. Vous voyez, j'ai plus confiance en Geno Smith pour la saison à venir qu'en Brock Purdy sur ce qu'il va pouvoir faire et ce qu'il sera capable de réitérer. Voilà, c'est cette Ce, ce, façon. ce- Je ce dis pas que ça morceau va sera arriver, mais découpé. Ce morceau sera ouais. découpé et nous le ressortirons en boucle, évidemment, quand Brock Purdy sera. Si, au cas où. Mais Voilà, au cas où. voilà. Et après, Sam Darnold, donc il lui donne une deuxième chance. Il va être sur en QB backup. Il a eu beaucoup de mal jusque-là. Est-ce que c'est maintenant qu'il est dans un système qui est un peu un système offense total, on va dire, qui fait que tout le monde et tous les joueurs sont incorporés dans les stratégies offensives et qui fait que il va peut-être mieux se retrouver. Kyle Shanahan va pouvoir faire ressortir son côté. Et puis après, Trey Lance, ce problème, c'est on a abordé entre nous en off également que voilà, c'est un joueur qui a été blessé, qui a eu sa chance aussi sur un match, comme tu disais, Seb, qu'il n'a pas foncièrement montré. Voilà, c'est une situation qui est très, 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 je trouve très, très compliquée. Mais maintenant, par contre, pour nous, en tant que, on va dire, gens qui analysons un peu tout ça et essayons de donner un axe vis-à-vis de la saison. Mais j'ai l'impression que, par contre, pour les dirigeants des 49ers, ça a l'air d'être clair. Voilà, c'est Kyle Shanahan, il ne s'ennuie pas de ça. Là, il dit, moi, mon 1, c'est Brock Purdy, mon 2, c'est Sam Darnold. Il faut faire un choix. Et je pars là-dessus, quitte à déplaire au fait qu'on ait pu prendre Trey Lance très haut dans la draft à un moment donné. À part la question du quarterback, il y a la question de l'attaque en général. Seb, comment tu la vois, toi, cette attaque des 49ers en 2023? On a toujours d'excellents joueurs, du Christian McCaffrey notamment, et bien d'autres. Comment tu la vois, toi, cette attaque aussi performante que l'an dernier, encore plus performante que l'an dernier? Il y a très peu de changements, enfin très peu de changements. Faut quand même pas oublier que c'est un club qui a quand même essoré 3 quarterbacks au cours de la saison passée, et qui en fin de compte a été battu par les blessures, hein, en finale de conf. C'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Donc si tout ce beau C'est monde clair. arrive à rester en bonne santé, et à condition que Purdy ait vraiment récupéré de son bras, ce qui semble être le cas, sinon je doute qu'il ait été nommé titulaire si ses capacités n'étaient pas pleinement de retour. Il n'y a pas de raison pour que ça baisse. Elijah Mitchell est de retour au poste de running back. Ça permettra de soulager un petit peu McCaffrey. Christian McCaffrey, malgré sa performance, moi je suis toujours assez suspicieux sur son état de santé parce que c'est un joueur qui a eu tendance à beaucoup se blesser dans son passé professionnel, mais il a tellement apporté la saison dernière que c'est quand même difficile de le mettre de côté. C'est la première fois que je suis optimiste à ce point sur le club. C'est peut-être mauvais signe, hein. On verra bien. Mais je vois cette attaque continuer très exactement sur sa lancée de la saison dernière. Et en plus de cette attaque très performante, Bertrand, on a aussi une top défense chez les 49ers. C'est vraiment une équipe ultra complète et une défense qu'on attend encore parmi les toutes meilleures de la ligue. Ouais. Alors, je me permets juste un. Vas-y, permets-toi. Je Le pensais pas que tu château est ici. enchaînerais. Je Ah pensais bah pas que tu si, mon enchaînerais champion. directement sur la défense et je suis désolé pour les auditeurs si c'est pas très fluide, mais c'est juste que je voulais rajouter que en attaque, globalement, on est sur une attaque totale, comme je disais tout à l'heure. On a, comme a dit Seb, on a conservé tous les éléments. Enfin, ça fait quand même peur hein, quand on les nomme. Deebo Samuel, Brandon Ayuk, George Kittle.
bon, Kaliuchek qui va finir sur la red zone. Et après, on a toujours Trent Williams qui est là en left tackle pour protéger le côté aveugle du running back. La seule chose qu'on pourrait regretter, mais bon, après, on ne peut pas toujours tout garder, puis le marché fait qu'à un moment donné, on ne peut pas garder toutes ces stars. Mike Lynchley, le right tackle, a quitté le club, et c'est peut-être le seul élément de vraiment le grain de poussière, on va dire le grain de sable dans la belle machine qui pourrait éventuellement embêter. Mais enfin, vu la façon de jouer en attaque, globalement, je ne pense pas que ce soit l'élément principal qui risque de tout changer. Voilà. Alors pour la défense, par contre, bon bah là, globalement, là, je crois que ça va quand même aller assez vite. Puis après, je vais laisser aussi Seb en parler parce que ça fait toujours plaisir quand on parle de sa franchise de cœur. Mais Ça dépend de la franchise de cœur. J'imagine s'il est fan des Cardinals. Oui, effectivement, là, ça se passe bien, donc il est très heureux, je me doute bien. Mais juste en résumé, moi, j'ai envie de dire, ils ont fait venir, comment on appelle ça, je n'ai plus le nom là, des Eagles, il ne me revient plus. Javon Hargrave. Javon Hargrave, donc pour globalement renforcer déjà un front seven qui était déjà, pour le coup, il faisait peur, plus que peur. Là, on était dans Chucky, la poupée de sang, à ce niveau-là. Tout running back qui voulait passer, c'était un peu du style vous ne passerez pas. Quand c'est pas Nick Bossa qui prend 3 joueurs à lui tout seul dont ils sont obligés de s'occuper, donc on a Dre Greenlow et Fred Warner qui viennent faire la suite. Donc si Javon Hargrave se rajoute à ça, ça va être un massacre. Ils ont perdu un peu, on va dire, sur quelques joueurs qui sont partis. Du côté Ward, d'autres joueurs, j'ai pas tous les noms en tête, je suis désolé, mais sur d'autres qui ont pris d'autres cieux, mais bon, ils ont été draftés un joueur, un cornerback, je crois de mémoire, pour pouvoir justement recompléter l'effectif. Alors après, il y aura un petit peu de jeunesse, il faudra que la mayonnaise prenne pour être sûr de ne pas prendre des camions de yards à l'arrière, mais bon, globalement, rien que le front seven déjà va faire très très peur. Et je laisse continuer Seb d'ailleurs sur ce sujet. Je n'ai pas grand-chose à rajouter sur ce point-là par rapport à toi, Bertrand. Bon, il y a aussi eu la perte de Emmanuel Moseley qui a pesé un peu de son poids. Les questions, elles sont du côté du coaching après le départ de Demeco Ryans, qui est remplacé par Steve Wilkes. J'ai vu des insiders qui semblaient mettre des doutes sur ses capacités. Bon, Wilkes, il a été assistant et intérim head coach à Carolina en 2022. Il a été head coach d'Arizona en 2018. Il a l'habitude des postes à responsabilité et la défense, c'est sa formation. Moi, je suis assez confiant là-dessus. Et puis, il part quand même avec de sacrées bases dans son effectif. Et effectivement, le gros ajout, c'est Javon Hargrave en defensive tackle. Enfin, il y a des lignes offensives qui vont faire des cauchemars pendant toute la saison et qui vont se réveiller la nuit. Parce que Nick Bossa, c'était quand même déjà pas rigolo à prendre en one-on-one, voire en two-on-one, voire en three-on-one. Hargrave, il vient apporter un vrai plus parce que le saviez-tu Nous ne le savions pas encore, mais nous allons l'apprendre. Les defensive tackles des Niners en 2022, malgré l'excellence de leur front seven, les defensive tackles des Niners en 2022, en termes de pression sur le quarterback, le pressure rate, il était de 7%. Hargrave, chez les Eagles, son pressure rate, à lui seul, il était de 14%. Donc, ça va être en plus un step-up dans la mise sous cloche des QB adverses non, je veux dire les adversaires de la poule, les pauvres, ils vont la veille des matchs, ils vont pas endormir de la nuit. C'est cauchemardesque d'avoir une ligne comme ça, une ligne défensive comme ça. Et en plus, les adversaires de division, ils vont devoir se les coltiner 2 fois, ce qui est encore pire. Ils n'auront pas fini des cauchemars de la première semaine, ils seront déjà au deuxième match. Quoi. C'est assez terrible. Très sérieusement, la défense fait peur dans le bon sens du terme. Elle est sur le papier, elle est terrifiante. Alors en un Oui, et mot. puis en plus, on a Ufanga qui l'année dernière n'était pas attendu au niveau où on l'attendait, qui a fait vraiment une très belle saison. À la draft, ils ont été chercher, donc, comme je disais, Jair Brown, qui lui risque d'avoir du temps d'adaptation. Et puis il faut pas oublier aussi les seconds couteaux qui arrivent sur le front seven entre Javon Kinlaw, Clelin Ferrell, qui a eu plus de mal chez les Raiders, mais bon là qui arrive aussi
globalement par la suite, quoi, pendant le match, et puis qui va pouvoir prendre le relais des Bossa et autres. Enfin, c'est monstrueux, hein, ça risque de piquer à chaque fois qu'il va y avoir la défense des Niners par rapport aux autres équipes. Hein. Il y a 17 matchs qui vont être très très longs pour certaines équipes, hein, ça c'est clair. C'est une défense qui, sur le papier, enfin, je ne lui vois pas de point faible. Et je ne dis pas ça parce que c'est mon club de cœur, mais c'est une défense qui est hyper complète. Oui, il n'y a qu'une chose, les blessures, hein, comme pour toute équipe. Hein, comme pour toute équipe. Voilà, si on se retrouve avec un Nick Bossa qui a un genou dans le sac à la 3e journée, bon, bah, ça te change la donne, quoi. Alors les amis, une question et un mot très simple. Oui, non. Oh, vous avez le droit de justifier en une phrase ou deux. Je vais commencer par Bertrand. Les Niners sont-ils, au-delà d'être favoris de la division, les favoris de la NFC cette année? Les favoris de la... tu me prends dépourvu, mais réfléchissons. Les favoris de la NFC. Bah, ça joue avec les Eagles, hein, je pense. Les favoris de la NFC, ça va être ça. Pour moi, Eagles et là, 49ers, ça risque d'être on va dire kiff bourrico dans le principe, même s'ils ont deux façons de jouer différentes. Mais globalement, en termes de qualité d'effectif, c'est ça. Moi, la seule chose, c'est qu'il ne faut pas, et je pense que Kyle Shanahan est assez intelligent dans sa façon de jouer, ses stratégies, etc. Mais il ne faut pas arriver à l'usure des deux joueurs que sont McCaffrey et Deebo Samuel, puisque c'est quand même le fer de lance du jeu à la Shanahan, qui ferait qu'à un moment donné, en fin de saison, il y ait ce creux qui ferait que pendant les playoffs, ça serait compliqué, ou qu'il y aurait une blessure qui ferait que ça serait rédhibitoire pour l'équilibre de l'ensemble de l'équipe. C'est la seule chose. Mais après, à part les Eagles, oui, le reste, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui va pouvoir tenir les 49ers. Seb, même question. 49ers favoris de la NFC? À peu près la même réponse. Ça va se jouer avec Philadelphie. Si pour le Super Bowl, c'est une autre équipe que ces deux-là qui représentent la NFC, ça sera une grosse surprise. Très bien. La NFC, d'ailleurs, j'en profite, puisqu'on parle des Eagles, pour dire qu'on fera la preview de la NFC Est. La semaine prochaine, ce sera vendredi, et avant cela, il y aura l'AFC Est qui sortira mardi. Non, Seb, je suis obligé de te reprendre, je suis navré. Il a dit c'est deux seules équipes qui représentent la NFC. Non, les Giants vont évidemment représenter la NFC Est, et de loin. À la draft l'an prochain. Écoute, comme l'a dit Flav, je suis gentil. Voilà. Et je ne vois pas briser les rêves d'un supporter. Et nous aurons donc ces joutes verbales qui se poursuivront lors du podcast de la semaine prochaine. Avant de se quitter, les amis, le classement, comme d'habitude, de cette NFC West, le classement que vous prévoyez, évidemment, du 1 au 4, et si le deuxième vous le voyez en playoff, vous le signalez également. Bertrand, ton classement? Alors, ce que je vais dire là, que je sais que les fans des franchises ne le prennent pas mal. Ils vont mal le prendre, et puis ils ont ton adresse. Voilà. Il faut absolument que les fans des Cardinals et les fans des Rams comprennent que ça reste un jeu, et ça reste également bon enfant. Il va les désinguer. Non, en 1, 49ers, en 2, Seahawks, et après Bonnet-Dan. Alors là, 3 ou 4 ou 3, je suis dernier, je suis avant-dernier. Là, oui, il faut choisir. 3 ou 4 ou 4 ou 3, c'est pas pareil. Ouais, bah, ça n'a plus d'importance à ce niveau-là. À un moment donné, quand t'es mauvais, pour la draft, ça en a. Ouais, bah, pour la draft, allez, Cardinals Rams, allez. Cardinals qui sont en dégraissage, malgré tout, je pense qu'ils feront peut-être mieux quand même que les Rams. Allez, Seb. Premier San Francisco, deuxième Seattle et qualification pour les playoffs, troisième Los Angeles décroché, quatrième Arizona très décroché. Le même classement que l'an dernier pour la NFC West, puisque c'était dans le même ordre, et je prends le même ordre que toi sans surprise. Je vois vraiment pas. Enfin bon, après c'est vrai qu'entre Cardinals et Rams, ça peut jouer sur des blessures ou des choses comme ça, mais normalement il y aura pas de grosses surprises, à moins que, allez savoir. L'an dernier on n'attendait pas les Seahawks, et puis finalement. Ils étaient là quand même. Et puis les fans de ces franchises, je pense que sont objectifs et savent la situation de leur franchise. Parce que ça va être long. Donc, ouais, ils vont pas quand même nous en vouloir de parler de tout ça de cette façon, sachant qu'on aurait les mêmes termes si c'était les Giants, les Saints ou les 49ers.
Absolument. Tout à fait. Et nous, non seulement ils nous en voudront pas, et je suis sûr que des fans de ces franchises nous rejoindront pendant les lives que nous ferons tout au long de l'année pour parler des franchises. Alors que même les Cardinals, je crois, ne sont jamais en prime time cette saison. Ils n'ont pas de match en prime time de l'année pour l'instant de prévu, mais ça peut changer. Le Heureusement. calendrier peut toujours changer. Oui, heureusement. Voilà. Ce sera le mot de la fin. C'est pas moi. Je crois qu'on peut finir là-dessus. On vous souhaite à tous une agréable suite de semaine et un agréable week-end. On se retrouve donc mardi pour la preview de l'AFC Est, une énorme division entre les Bills de Josh Allen, les Jets d'Aaron Rodgers, les Dolphins de Tua Tagovailoa et de l'escouade offensive des Dolphins, et les Patriots du sorcier Bill Belichick. On se retrouve donc mardi pour la preview de l'AFC Est. En attendant, portez-vous bien. Salut. Salut, ciao, à bientôt. Bonne soirée, ciao.